Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de notre parcours pour avoir un enfant. Donc écoutez, c'est parti, j'espère que la vidéo elle va vous plaire et je pense qu'elle va être riche en séquences émotions cette vidéo. Donc du coup, je commence par le commencement. Ça fait maintenant presque 7 ans, ça fera 7 ans le 8 février exactement que je suis avec mon conjoint. Donc quand on s'est connus, j'avais 15 ans et demi et il avait 21 ans. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça s'appelle un détournement de mineur, mais oui je sais, je suis au courant et on assume tous les deux. Donc évidemment, j'étais une adolescente quand on s'est connus et on est toujours ensemble à l'heure actuelle. Donc vous l'aurez compris, mon homme est mon premier vrai amour. Voilà. C'est mignon, je sais. Et donc voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est que on a toujours eu dans l'optique de réussir notre vie avant d'avoir des enfants. Alors ce que je veux dire par là, c'est avoir un métier, avoir un emploi, avoir un diplôme, avoir une situation un minimum stable, enfin voilà quoi. Et donc du coup, moi j'avais pour but de travailler dans le médical. Donc j'ai terminé mes études et une fois les études terminées, et l'emploi trouvé, je me suis dit, bon bah je crois que c'est le bon moment. Et monsieur se sentait également prêt. Enfin, moi j'étais déjà prête depuis un moment, mais lui ne l'était pas encore. Et finalement, à ce moment-là, il se sentait prêt. Donc, quand je vous dis ce moment-là, c'était exactement en février 2016. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un implant contraceptif donc, dans le bras, juste ici. Donc je l'avais depuis 3 ans, donc c'était le moment de le retirer et on a pris la décision de ne pas prendre d'autres moyens de contraception derrière cet implant. Donc tout simplement, voilà, on a commencé les essais de cette manière-là. Donc j'étais à l'époque suivie par une gynécologue de ville. J'avais jamais été suivie par un gynéco ni une gynéco avant ça. Parce que mon implant, c'était mon médecin traitant qui me l'avait mis. Et donc du coup, voilà, j'ai vu donc la gynéco, elle m'a retiré l'implant et puis on est parti dans les essais. On s'est très vite rendu compte que mes cycles étaient hyper irréguliers. Je pouvais attendre 40 jours sans avoir mes règles. Donc forcément, au début, en fait, on ne sait pas trop et on ne se pose pas tellement de questions. Et on ne se dit pas qu'il y a quelque chose d'anormal. En fait, les premiers mois, on ne se dit pas il y a quelque chose d'anormal qu'il se passe. C'est pas normal. Enfin, euh, on le sait puisqu'on n'a pas nos règles tous les 28 jours, mais on ne se dit pas j'ai peut-être un problème d'infertilité. Tout simplement, au début, on ne se dit pas ça. Donc voilà. Euh, donc finalement, les mois sont passés et je suis retournée voir la gynécologue et elle m'a donné ce qu'on appelle du Dufasson qui est censé régler les règles. Donc j'ai appris par la suite que le Dufaston, effectivement, ça règle les règles, mais au final, ça n'aide en aucun cas à ovuler. Donc ça peut très bien vous donner vos règles alors que finalement vous n'avez pas ovulé. Donc au final, ça n'a pas grande utilité si c'est employé tout seul. À côté du Dufaston, j'avais de l'acide folique que je prenais quotidiennement. Mais bon, c'est pareil. Franchement, si votre prise de sang ne montre pas de carence en acide folique, je ne trouve pas que l'acide folique ait un grand intérêt. Et en tout cas, c'est pas ça qui m'a permis de tomber enceinte. Hein. Vraiment, pas du tout. C'est un complément alimentaire, ni plus ni moins. Donc voilà. Ensuite, je suis quand même tombée enceinte avec ces cycles irréguliers. Hein. Donc je suis tombée enceinte au mois de juillet, enfin au mois de juin plutôt. Et j'ai eu la surprise d'apprendre la grossesse. J'ai attendu, je crois, 45 jours, il me semble, avant de faire une prise de sang. Puisque comme je vous dis, j'avais des cycles tellement irréguliers que tous les mois c'était bon, je suis enceinte, je suis pas enceinte, je suis enceinte, je suis pas enceinte, j'ai des symptômes, j'ai pas de symptômes, je me monte la tête et du coup je crois avoir des symptômes alors qu'en fait je n'ai pas de réels symptômes. C'est juste le côté psychologique après qui joue et qui nous fait croire qu'on a des symptômes. Et donc j'ai appris donc que j'étais enceinte avec une première prise de sang qui était très basse, tout simplement. Et donc s'en est suivi d'une échographie qui montrait un début de grossesse aux alentours de 5 semaines d'aménorrhée.
Donc pour celles qui ne le savent pas encore, je travaille en tant qu'aide-soignante, donc en milieu hospitalier. Et j'ai continué le travail et je dois dire que on fait attention, mais on n'a pas encore bien conscience qu'on porte un enfant. Et avec notre métier, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui exercent le même métier que moi et elles pourront également le dire, on porte, même si on ne le veut pas forcément, on porte. Et c'est pas bon pour un début de grossesse, ni pour une fin de grossesse, c'est pas bon tout court. Donc forcément ça ne facilite pas ce que bébé s'accroche. Et j'ai eu donc, je dirais à peu près 3 semaines après avoir appris la grossesse, enfin 2 semaines plutôt, après avoir appris la grossesse, j'ai commencé à avoir des saignements au travail. Donc c'était un vendredi, je m'en souviendrai toute ma vie, hein. J'ai eu des premiers saignements, donc je suis descendue avec ma tenue d'aide-soignante, je suis descendue aux urgences gynécologiques en disant bah voilà, je travaille dans l'établissement, je suis enceinte, j'ai des saignements, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils ont regardé, ils voyaient rien d'anormal, pas de décollement, rien de spécial, mais il n'y avait pas encore d'embryon, il y avait une poche, tout ça, on voyait un petit point, mais on pouvait pas discerner une activité cardiaque, tout ça. Donc du coup, on m'a simplement dit, écoutez, restez au repos ce week-end si vous êtes en repos. Donc oui, j'étais en repos, heureusement. Ne prenez pas la voiture, restez allongé, enfin bref. Donc c'est ce que j'ai fait. Le lundi, j'étais aussi en repos. Donc le mardi, je suis retournée travailler. Et écoutez, la vie reprend quoi. Je veux dire, les saignements étaient toujours là, mais c'était pas des gros saignements. Et finalement, j'ai eu un entre-midi. Donc pareil, j'étais au travail, j'étais en poste du matin, je finissais à 14h. Et vers 12h30, 13h, je me suis sentie mouillée, quoi, vraiment. Et quand je suis allée aux toilettes, j'avais plein de sang rouge vif dans la culotte. Hein, et je suis retournée encore du coup aux urgences. Et puis, on m'a mise en arrêt, on m'a pas évoqué de fausse couche, on m'a simplement dit qu'il me fallait du repos, que j'avais besoin de repos. Donc, la sage-femme que j'ai vue à l'époque a fait faire une ordonnance par la gynécologue pour que je sois en arrêt durant 2 semaines. Et finalement, donc ça c'était le mardi, et finalement, les saignements n'ont fait qu'augmenter. Et j'ai perdu le bébé après une nuit et une journée complète de contractions, vraiment des contractions. Du coup, je sais ce que sont des contractions. J'ai perdu un petit œuf, voilà, je l'ai senti glisser et je l'ai dit à mon homme, j'ai dit je sens quelque chose dans mon vagin qui descend. Et je suis allée aux toilettes et j'ai eu un petit œuf sur ma main. Donc je suis désolée, celles qui trouveront que je détaille trop, mais voilà, c'est pour dire la réalité des choses, tout simplement. Je me sens capable de vous dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc je vous en parle tout simplement. Je vous dis les choses telles qu'elles sont et je ne vous cache pas le drame que ça a été, l'atrocité que ça a été. Je ne vous cache pas que au moment où j'ai eu ce petit œuf sur la main, j'avais qu'une envie, c'était de me claquer la tête contre le mur, que j'étais effondrée au sol et que j'étais incapable de me relever du sol, que c'est mon homme qui m'a porté, qui m'a mis dans le canapé. Et donc, s'en est suivi une prise en charge catastrophique et honteuse. Clairement, je peux dire honteuse. Je pense que j'aurais même pu porter plainte, puisque du coup, j'avais tellement des saignements abondants cet après-midi-là que je me suis rendue aux urgences et on m'a simplement dit vous êtes en train de faire une fausse couche, certainement. Il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus d'activité cardiaque, puisque peu de temps avant, on avait vu une activité cardiaque, on m'avait même annoncé que j'avais des jumeaux, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, oui ou non, au final, on ne saura jamais la réalité des choses. Il y avait une sage-femme qui m'a dit qu'elle avait vu 2 poches. Elle avait vu l'activité cardiaque, on voyait le point clignoter, et donc le lendemain, comme je vous dis, donc le jeudi, l'après-midi, les saignements s'étaient intensifiés. Après, donc comme je vous dis, une nuit complète de contraction. Quand on y retourne, je vous dis, vous rentrez chez vous, vous êtes certainement en train de faire une fausse couche, on peut rien faire de plus. C'est les seules choses auxquelles j'ai eu le droit en fait. Donc voilà, j'étais rentrée chez moi, vers 20h j'ai perdu l'œuf. On les a recontactés en leur disant écoutez,
j'ai perdu quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas? On aimerait savoir, on aimerait être éclairé en fait, avoir des réponses. On m'a simplement dit qu'étant donné que je ne faisais pas d'hémorragie, ce n'était pas la peine que je vienne. Donc oui, on m'a carrément refusé une consultation aux urgences. On m'a dit si vous ne saignez pas comme un robinet ouvert, c'est pas la peine de venir, vous ne faites pas d'hémorragie, vous n'êtes pas en danger et concernant votre grossesse, elle est terminée probablement et en gros voilà quoi, maintenant le danger c'était pour moi voir si j'allais faire une hémorragie ou pas. Et étant donné que j'en faisais pas, ils estimaient que c'était pas nécessaire, que j'avais qu'à prendre un rendez-vous pour avoir une échographie, mais que c'était pas nécessaire que je vienne aux urgences. Donc à ce moment-là, on s'est pas résigné en fait, on a contacté la clinique privée de ma ville, la clinique privée qui est d'ailleurs passée il y a peu de temps à la télévision, à Capital. Ouais, je suis pas sûre que ce soit Capital. Il y a une émission sur M6 un dimanche soir, il me semble que c'est Capital. C'est passé à M6 donc il y a 2 semaines et ça concernait la santé. Et à la fin, ils discutaient des maternités privées et publiques et des différentes prestations. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont parlé d'une maternité à Maubeuge, la clinique du Val-de-Sambre. Donc c'est de cette maternité-là que moi je suis en train de vous parler. Donc on les a contactés, cette maternité, en expliquant le cas, que j'étais enceinte, que je venais de perdre un œuf, que je saignais, que les urgences m'avaient refusé une visite. Forcément on était en pleurs. Et la sage-femme que j'ai eu au téléphone m'a dit écoutez, venez consulter tout de suite, il n'y a pas de souci, même si vous n'êtes pas suivi chez nous, venez. Donc j'y suis allée et en fait quand elle m'a auscultée, bah, j'ai fait une hémorragie tout simplement et elle a contacté le gynécologue de garde qui a dit ce n'est pas ma patiente, je ne m'occuperai pas d'elle, je ne me déplacerai pas pour elle parce que monsieur était chez lui. Renvoyez-la aux urgences. Voilà. Donc voilà ce qu'est la fameuse maternité que vous avez vue à la télé, voilà ce que moi ils m'ont fait. Il a tout simplement, malgré l'hémorragie que j'étais en train de faire et donc ma santé qui était en danger, pas voulu me prendre en charge, tout simplement. Donc du coup, mon homme et moi-même sommes retournés à l'hôpital public et là, j'ai eu donc une échographie après 1 heure d'attente, hein, je vous précise quand même. Ils m'ont quand même laissé poireauter 1 heure en salle d'attente alors que je saignais abondamment. Puis ils m'ont reçu et simplement, ils m'ont fait une écho pour me dire effectivement, il n'y a plus d'embryon, je vais aller gratter ce qui reste. Donc voilà, elle a mis son spéculum, elle a été grattée à l'intérieur ce qui restait. Elle a vérifié que tout était bien parti, qu'il n'y aurait pas besoin de faire un curetage. Et elle m'a simplement dit, je ne sais pas si vous allez me croire, elle m'a simplement dit, maintenant vous pouvez recommencer les essais. Et je l'ai regardé, je m'attendais, je viens de perdre un enfant, vous pensez réellement que je suis en train de penser à un deuxième enfant? Alors voilà ce qui me choque. Actuellement, en France, il n'y a aucun accompagnement pour les fausses couches, pour les bébés mort-nés, pour tous ces drames que peuvent connaître les femmes, que peuvent connaître des futures familles, des familles même, des couples, des grands-parents. Il n'y a aucun accompagnement en France. C'est zéro, c'est nada, c'est de la merde. Clairement, j'ai pas peur de peser, je pèse pas mes mots, pour le coup, c'est de la merde. Mais vraiment de la merde. C'est une honte, tout simplement. Quand je vois que par exemple, des mamans à qui on apprend vous êtes à 5 mois de grossesse, vous avez des contractions, vous êtes en train d'accoucher, on ne pourra pas vous sauver de votre bébé, mais que malgré tout, on les place dans des salles d'accouchement avec des bébés qui naissent vivants et qui hurlent la joie de naître à côté d'elles. Non mais on s'imagine un peu ce qu'on fait endurer à ces personnes? Je pense pas. Franchement, je sais pas. Je ne comprends pas comment en France on peut avoir, je dirais, une telle peur de ce sujet. Ce sujet est extrêmement tabou. Les seules personnes avec qui j'ai pu en parler, c'est avec des collègues qui malheureusement ont vécu des choses similaires ou des choses pires que moi. Je connais des personnes dans mon entourage qui ont perdu des bébés à la naissance, qui ont perdu des bébés à 7 mois de grossesse, qui allaient être en, voilà, qui allaient être en arrêt, qui allaient pouvoir profiter de leur grossesse. Et en fait, bah non. La nature leur a retiré leur enfant. Et on a tous ce même refrain, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge. On m'a pas conseillé d'aller voir un psychologue, on m'a laissé rentrer chez moi comme ça en fait. Et ce qui se passe à l'heure actuelle,
Dans mon cas précis, je ne parle pas au nom de toutes les mamans. C'est que, donc comme vous savez, je suis enceinte et j'ai eu ma consultation prénatale avec la sage-femme et je sais pas, c'est les hormones certainement. J'ai ressorti tout ça puisque moi je suis quelqu'un qui enfuit tout en moi et qui ressort très peu les choses. Ce jour-là, j'ai ressorti les choses et j'ai pleuré, pleuré, beaucoup pleuré. Et la sage-femme m'a dit, bah écoutez madame, à l'heure actuelle, vous n'avez pas fait votre deuil. Vous n'avez pas laissé partir ce premier bébé, vous n'avez pas fait votre deuil. Ça y est, les larmes montent. Donc voilà, pour elle, je n'ai pas fait mon deuil et du coup, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, c'est pas une honte. Après l'arrivée de mon enfant, je pense que je ferai une thérapie parce que c'est important, tout simplement, et que j'ai pas envie de rester comme ça. Je me rends bien compte que si j'en pleure là tout de suite, c'est que j'ai pas fait le deuil, tout simplement. C'est mon homme, il est capable d'en parler sans pleurer. Et moi, je ne suis pas capable à l'heure actuelle de faire ça. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense que je n'ai pas laissé partir ce bébé, tout simplement. Et qu'il sera toujours en moi. Mais c'est le fait de se dire que ça y est, on le laisse partir. On le laisse... Je sais pas, j'ai pas réussi à faire ce travail sur moi. Mais en même temps, comme je vous dis, j'ai pas été aidée à réussir ce travail. J'ai pas été aidée. Les gens autour de nous ne nous aident pas. Voilà, les professionnels ne nous aident pas. Et notre entourage ne nous aide pas non plus. Mais pas du tout. C'est pas méchant, ils s'en rendent pas compte, mais ils ne nous aident pas. Dans le sens où ils évitent le sujet, ils veulent pas en parler parce que c'est tabou, parce que c'est trop indélicat pour eux, ils ne veulent pas en parler. Parce que tout simplement, on se prend des réflexions. Moi, avec mon conjoint, forcément, on s'est pas arrêté à cet échec, si je peux dire, cet échec qui a été la fausse couche. On a continué les essais et on nous sortait des trucs du genre bah de toute façon on va vous montrer le mode d'emploi parce qu'apparemment vous savez pas comment faire. Alors que c'était des personnes qui savaient que j'avais vécu une fausse couche et qui connaissaient donc nos difficultés. Et les gens ils sont capables de vous sortir ça aussi. Et j'ai entendu aussi des choses qui m'ont encore plus blessée parce que ça vient d'une personne que j'aime énormément, qui m'a dit il y a peu de temps, donc pendant ma grossesse actuelle, euh, je sais pas comment vous dire ça sans que les personnes qui me connaissent personnellement démasquent la personne dont je suis en train de parler, qui m'a dit en gros ah bah je suis dégoûtée, vu que t'es enceinte, tu pourras pas venir avec moi à la salle de sport pour perdre mes kilos de grossesse. Et en fait, elle m'a dit ça alors que sa grossesse et ma première grossesse avaient débuté avec 3 semaines d'écart. Donc je lui ai regardé, je lui ai dit mais tu sais, mais moi aussi j'aimerais bien avoir mon enfant dans mes bras aujourd'hui. Parce que simplement, mais tu réalises ce que t'es en train de me dire là en fait? Tu réalises ou tu réalises pas? Alors je sais que c'est pas méchant, je sais que les gens ne le disent pas avec une intention méchante, mais ils pèsent pas leurs mots et ils peuvent pas savoir à combien ça nous blesse, tout simplement. Donc je sais que beaucoup d'entre vous vivent malheureusement ça au quotidien et qu'on se sent de plus en plus qu'on n'arrive plus à positiver au bout d'un moment et que certains jours sont beaucoup plus durs que d'autres, qu'on se dit que vraiment la vie elle est injuste quand on voit certaines choses qui se passent. Enfin moi j'ai vu des choses pendant mes essais du genre bah, je veux pas j'ai pas de langue de bois, moi vous le savez, vous commencez à me connaître, surtout les filles qui me suivent sur Insta. J'avais des gamines de 16 ans qui étaient enceintes, des dénis de grossesse. J'avais autour de moi des gamines de 18 ans, sans situation, sans... Voilà, d'autres personnes qui avaient déjà fait à 18 ans 4 avortements, qui se chopaient en plein milieu de leur grossesse, des maladies, enfin des... Voilà, des choses où vous vous dites, mais comment est faite la nature? Où est mon droit? J'ai un homme, on s'aime très fortement, on est très soudés, on n'a jamais eu d'histoire de couple, on s'est jamais séparés en 7 ans. On a tout construit autour de nous pour réussir à avoir notre famille. Et pourquoi pour nous ça ne vient pas? Pourquoi ça nous tombe dessus? C'est la question en fait. Donc voilà. Donc je clôture un peu ça. Donc je vais maintenant vous parler de la suite des événements après la fausse couche. Donc j'ai eu un retour de couche une quarantaine ou une cinquantaine de jours après.
cette fausse couche. Et évidemment, les cycles irréguliers ont repris. Et en fait, j'ai attendu jusque décembre, sachant que j'ai fait ma fausse couche le 10 août. J'ai attendu jusque décembre. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me disais, de toute façon, Amaryllis, tu retomberas pas enceinte avant le mois de mars. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, mais j'en étais convaincue. Et maintenant, je me dis que ça a certainement été un frein à ce que je retombe enceinte, puisque je suis tombée enceinte le 15 avril. Donc vous voyez comme quoi la psychologie fait énormément de choses. Et je pense qu'intérieurement, je me suis bloquée et que je sentais que je n'arrivais pas à faire mon deuil inconsciemment. Et que du coup, je me suis bloquée. Donc voilà. Donc comme je vous dis, jusque décembre, on a attendu. Alors c'était toujours le même blabla, la gynécologue qui se bougeait pas les fesses. À part me donner du faston, voilà quoi, enfin... Bref. Donc du coup, j'ai commencé à discuter autour de moi avec des personnes de mon travail, tout simplement. Et j'ai entendu parler de la PMA et je vous suivais, vous, sur Insta, toutes les PMA, toutes ces battantes que j'admire. Et je me suis dit, mais Amaryllis, t'as peut-être un problème en fait, t'as peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là. Parce que la gynécologue, elle me disait pas, ma madame, vos cycles irréguliers, c'est anormal. Elle me disait simplement, on se laisse du temps, on a du temps, vous êtes jeune, la nature va faire les choses. Mais elle ne mettait pas de mots sur les difficultés qu'on rencontrait en fait. Donc du coup, ça n'a pas été compliqué. En février, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé PMA Saint-Solve, parce que c'est la PMA de ma région. Et j'ai appelé la secrétaire. Je l'ai appelée. Donc je dis bonjour madame, voilà, je me permets de vous appeler. Je vous explique ma situation, mon contexte. Voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on est en essai avec mon conjoint. Et il se passe rien. J'ai fait une fausse couche. J'ai des cycles anarchiques. Et je sais pas, je me souviens avoir dit à la secrétaire, je sais que normalement on doit attendre 2 ans, mais j'aimerais venir à la PMA et avoir cette chance. Et la secrétaire m'a répondu, mais madame, vous savez, il n'y a pas de temps. C'est simplement quand vous trouvez le temps long. La PMA, on vous accueille. C'est simplement quand vous trouvez le temps long. Je lui dis d'accord, bah c'est très bien. On prend rendez-vous tout de suite. Donc j'ai eu un premier rendez-vous. Mon conjoint et moi, on était contents. Je connaissais donc, comme je vous dis, les parcours PMA et je savais que enfin les choses allaient avancer. Enfin, on allait nous dire si on avait un problème. Enfin, on allait faire des recherches, on allait faire des examens. Voilà, enfin, on allait savoir. Enfin, ça allait bouger. Et enfin, on nous donnerait peut-être les moyens. Les moyens et la facilité. Enfin, la facilité. C'est pas la facilité, j'emploie pas du tout le bon terme. Mais on nous permettrait d'avoir un peu plus accès à la procréation, tout simplement. Donc bref, j'ai eu ce premier rendez-vous et ça s'est hyper bien passé. Franchement, super contente de ce rendez-vous parce que il nous... En fait, je sais pas comment dire, c'est... On voit qu'on va voir un professionnel et qu'il sait où il va. C'est-à-dire qu'on y va, elle nous dit qu'est-ce qui se passe. Donc je lui dis, bah écoutez, j'ai des cycles irréguliers. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est vos cycles irréguliers. Certainement que vous n'ovulez pas. On va faire les recherches dans ce sens-là. Et directement, j'ai eu des ordonnances, prise de sang, test de ci, test de là, bababam. Tout s'est enchaîné très rapidement. Donc on a fait les prises de sang. Mon homme, il a fait un spermogramme. On a fait le test de 1 heure qui consiste à avoir un rapport et à étudier ensuite la glaire cervicale au moment de l'ovulation. En fonction des résultats de ce test, ça veut tout simplement dire que votre glaire laisse passer ou ne laisse pas passer les spermatozoïdes pour monter dans le vagin, passer le col et arriver jusqu'aux trompes. Vous connaissez le cycle, je ne vous l'explique pas. Donc du coup voilà, en fait on a eu batterie d'examen, on a eu franchement c'est top en fait parce qu'on se dit oui ça y est ça se bouge quoi, ça avance. Donc j'avais pas mal de filles qui sont entrées en PMA mais vraiment en même temps que moi. Et au bout d'un mois elles étaient enceintes, enfin au bout d'un mois, j'exagère un peu hein, mais dès la première stimulation ovarienne en fait elles sont tombées enceintes. Donc pour le coup c'est un peu dur parce qu'on se dit oh merde moi ça a pas fonctionné. Donc je vous raconte justement cette première stimulation. Donc une fois qu'ils ont fait les examens et qu'ils se sont rendus compte qu'au final c'était plus une infertilité inexpliquée que réellement des soucis, même s'il y avait un début d'OPK ou je sais pas,
Je sais pas trop en fait, ça a été assez vague à ce niveau, mais j'ai une forte pilosité, je suis une ancienne obèse. J'ai énormément de... Quand vous regardez la liste des symptômes des OPK, j'ai regardé cette liste et j'ai énormément de symptômes, enfin les cycles irréguliers, tout ça, tout ça. Et donc du coup, on n'est pas passé par quatre chemins. Je dois dire qu'on a commencé la première stimulation très rapidement. Donc à mon plus grand étonnement et à ma plus grande satisfaction, pardon, je ne suis pas passée par la classe Clomide. J'ai directement eu le Purégon et l'Ovitrel. Donc là c'est parti, hein. On commence. Et là pour le coup c'est beaucoup plus dur parce que oui ça avance, oui les choses avancent, mais on rentre dans une attente, dans des incertitudes, on entre dans une spirale sexuelle où tout est heuré, tout est calculé, tout est daté, il n'y a plus vraiment de place au plaisir, si je peux dire. C'est toujours un plaisir de faire l'amour avec son homme, hein. Mais c'est chérie, demain il faut qu'on fasse l'amour parce que je vais ovuler tel jour. Donc forcément, c'est des câlins d'amour, hein, mais c'est pas la même chose. Je pense que ça c'est pareil, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, on a eu la première stimulation. Pour moi, elle s'est terminée en hyperstimulation. J'avais deux follicules matures énormes au contrôle AJ13. Et du coup, on a quand même tenté. Elle m'a dit, bon écoutez, là vous avez un risque de jumeaux, mais on va tenter quand même. Et puis comme je vous dis, ça s'est avéré être négatif. J'ai eu mes règles immédiatement, sans problème. Alors là, pour le coup, on voit vraiment l'efficacité du protocole, puisqu'il n'y a ni besoin... Enfin, si j'étais encore sous du faston, je dis des bêtises, mais on sait qu'on a ovulé, on le sent, je l'ai vraiment ressenti que j'ovulais. Et en plus, comme j'étais en hyperstimulation, j'avais des symptômes. Oh là là, je vous dis pas, franchement... j'étais à fleur de peau, je pleurais, j'étais fatiguée, mais j'avais des sorties à l'extérieur entre amis, en famille, j'y allais, mais c'était atroce. Et en plus, c'est ce fameux week-end où on nous a sorti on va vous montrer le mode d'emploi, etc. Et moi, j'étais tellement en fleur de peau, je suis allée dans les toilettes et j'ai pleuré. Et on est reparti peu de temps après parce que vraiment, j'étais mal. Et donc après, j'ai su que c'était une hyperstimulation que je faisais. Enfin bref. Donc du coup, première steam qui n'a pas fonctionné, on a entamé la deuxième steam. Et là, ils m'ont dit, écoutez, vu que visiblement c'est trop dosé pour vous, Purégon 50 et Ovitrel 250, on va passer en Purégon premier jour 50, puis les autres jours 25. Et on se revoit pour une écho de contrôle, je crois que c'était à J13. Donc du coup, je vais à l'écho de contrôle. Et là, je m'en doutais, je ne ressentais rien. Et effectivement, les follicules n'étaient pas matures. Il y en avait un qui s'était bien développé, mais pas suffisamment encore. Donc, on était un jeudi ou un vendredi, donc sans possibilité de recontrôler rapidement l'évolution du follicule. Donc, ils m'ont dit, écoutez, vous continuez Purégon. En plus, c'était pas celle que je voyais habituellement de gynéco, c'était une autre parce que la mienne, elle n'était pas présente. Elle m'a dit, vous continuez 3 jours. Et lundi, vous venez faire le test de 1 heure, donc j'ai eu ce fameux test à faire. Puis vous ferez l'Ovitrel, je crois que je l'avais fait le dimanche soir ou le lundi soir, je saurais plus bien vous dire. Donc du coup, je fais tout ça, et puis clairement, il se passe rien. Mais vraiment rien, je ne ressentais rien. Contrairement à la première steam où j'ai dit, je me souviens, je me vois encore dire à la gynéco, j'ai perdu une glaire comme ça mon pote, vraiment la belle glaire et tout, alors que moi j'avais jamais l'impression de perdre de glaire. Et là j'avais senti que j'avais vraiment bien ovulé à cette première steam, que là la deuxième steam, que dalle, nada, rien. Donc voilà, les jours passent hein, forcément, je reçois les tests de 1 heure qui nous disent qu'il n'y a aucun problème, que j'ai une très bonne glaire, que c'est positif, à savoir que c'est positif seulement si on ovule, puisque la glaire laisse passer les spermatozoïdes qu'au moment de l'ovulation. Ça, je pense que vous êtes tout au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est important de le savoir. Donc j'étais censée être en train d'ovuler, en fait. Mais moi, je ne ressentais rien. Donc c'est pas grave. On attend. J28, pas de règle. 29, pas de règle. 30, pas de règle. Mais en même temps, elle m'avait arrêté le Dufaston. Du coup, je me dis,
Est-ce que c'est parce qu'elle m'a arrêté du faston que ça merde? Mais non, c'est pas censé merder. Amaryllis, t'as ovulé, t'as fait l'eau vitrelle. Et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est encore pareil, c'est comme tous les mois, des questions, tous les jours des questions. Pourquoi les règles elles arrivent pas? Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai pas ça? Et c'est des questions, et des questions, et c'est en tête, jour comme nuit, ça ne nous quitte jamais. Et donc on attend. Je les contacte à J33 il me semble, et ils me disent bah écoutez on va faire une prise de sang. Donc on fait une prise de sang négative. Et là je me dis mais c'est quoi encore ce bordel? Amaryllis, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas chez une gynéco, elle te fait rien. Du coup, tu vas en PMA pour régler tes problèmes justement de cycle irrégulier. Et là, tu vas en PMA, t'es censé ovuler à la lettre. Et t'ovules pas... Enfin, avoir des cycles réguliers, pardon, parce que tu ovules à la lettre. Et là, t'as ovulé, t'as pas tes règles. Qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, on attend. Elle me dit, vous prenez du faston pendant 10 jours, vous attendez encore 8 jours après les 10 jours, et s'il n'y a rien, je vous redonne une ordonnance, vous irez faire une ordonnance de bêta-HCG. Et là, dans ma tête, je me dis, non mais elle est sérieuse ou quoi? Je suis déjà à plus de 30 jours de cycle, et il faut encore que j'attende 18 jours. Donc ça me faisait un cycle en total, je crois, de 53 jours à attendre. J'avais calculé et tout, j'avais une copine qui était avec moi ce jour-là, pendant le rendez-vous, parce que je voulais pas y aller toute seule. Elle m'a fait une écho, elle m'a dit votre endomètre il est encore épais, donc c'est soit vous êtes en train d'ovuler, il y a quelque chose qui se met en place, un bébé ou autre, soit vous êtes en prémenstruation et les règles vont arriver, mais impossible de savoir au final. Donc bref, je rentre, hein. Et puis là, au bout de je lui ai quand même dit à la gynécologue, je lui ai dit écoutez, vous savez, il y a quelques jours, j'ai ressenti quand même des petits symptômes d'ovulation. Elle me dit mais c'est bizarre parce que vous avez votre test qui est positif, donc normalement non, vous avez ovulé au moment du test quoi, donc j'étais à J16, quelque chose comme ça. Donc on attend, enfin bref, on attend. Et puis à J41, J41, j'avais mal. J38, j'avais mal. J39, j'avais mal. Enfin bref, 4 jours avant que je sache que j'étais enceinte, j'avais mal. J'avais mal dans mes reins. J'avais mal de ce côté-là. J'avais toujours envie de faire pipi. Et en fait, c'était exactement les mêmes symptômes. Pour le coup, c'était pas des symptômes imaginaires parce que pour moi, j'étais pas enceinte ce cycle-là. Je sais pas pourquoi, pour moi, je m'étais mis en tête que je n'étais pas enceinte, étant donné que mes follicules n'étaient pas matures et que je ne ressentais rien au niveau de mon corps en symptômes. Pour moi, j'étais pas enceinte. Donc pour moi j'avais pas ovulé, j'étais pas enceinte. Enfin bref. Donc du coup là pour le coup j'avais mal, vraiment les mêmes symptômes que ma première grossesse. Donc je vous dis pipi, mal dans les reins, mal en bas du ventre. Et donc j'attends, J41. Et je rentre et je le dis à mon homme, j'écoute, j'ai les mêmes symptômes que la première grossesse. Il me dit oh, c'est bon, t'es encore en train de te faire des films, voilà. Hein. Donc on va se coucher et j'avais un stock depuis le début des essais de tests dans les toilettes. Et ce stock, je peux vous dire que c'est honteux, mais je faisais quasi 3 tests par mois de grossesse. Parce que comme je vous dis, on se met plein de trucs en tête, on se croit toujours enceinte. Donc sans conviction aucune, hein, mais vraiment aucune. Hein. J41, je me lève, première urine, je fais un test pipi. Mon homme il était déjà dans la salle de bain en train de se préparer pour aller bosser, il est en train de brosser ses dents. Le détail qui tue, je sais, mais je vous dirai après pourquoi c'est un détail important. Je remonte avec mon petit test dans les mains, je le pose sur le côté, je vais un peu sur mon portable, puis 5 minutes après, je me décide à regarder, mais je vous dis, mais pour moi, j'étais pas enceinte. Et là, il me semble qu'il y a 2 barres. Pardon? Il y a 2 barres. Non, c'est pas possible. Donc je dis, chérie, monte, vite, vite, monte. Alors lui, il comprenait pas pourquoi il fallait que je monte. Oh, qu'est-ce que t'as encore? Je suis en train de me préparer. L'homme ronchon du matin. Bref, il monte. Et puis là, moi, j'étais... je vous refais la posture. Hein. J'étais comme ça, en tailleur, sur le lit. Puis j'avais ma petite barre. Puis je le regarde comme ça. Tiens, regarde. Je vous dis vraiment, la meuf ahurie qui comprend pas ce qui lui arrive. Et là, il me regarde, il me fait... Mais ça y est, t'es enceinte? Donc là, bon, je vous passe les détails. On saute dans les bras, on pleure. Et donc, comme ma première grossesse, il était en train de se brosser les dents quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Voilà pourquoi c'est un détail important. Donc, on est content, mais on s'emballe pas. Parce que forcément, on a vécu une fausse couche, on
on a été très peinés, c'est encore très douloureux, on avait déjà acheté des choses à ce premier bébé, on lui avait, voilà, c'est encore trop présent, voilà. Donc on est sur nos réserves. Et vu que j'avais la prise de sang que j'étais censée faire 18 jours après, hein, bah du coup, ni une ni deux, je me lave, je m'habille, je pars faire la prise de sang illico presto. J'ai le résultat en début d'après-midi, je suis à 46,8, bon c'est pas terrible, mais c'est déjà bien. Et en fait, c'est un vendredi, ce jour-là, et je suis en repos, tout simplement parce qu'on part en week-end au Touquet avec mon chéri, c'est donc le 28 avril, et on s'en va au Touquet, tout ça, donc ça se passe très bien. Monsieur il est aux petits soins, tu marches pas trop, tu fais attention à toi, que les gens ne te bousculent pas, etc. Et je reviens donc le lundi, férié, 1er mai, au soir. Donc je vais faire la deuxième prise de sang le mardi. Et là, bah, c'est impeccable, c'est monté à 200 ou 308, je sais même plus. Et bah, tout simplement, je me mets en arrêt. Parce que oui, on avait décidé avec mon homme, vu ce qui s'était passé la première fois, travail ou pas travail, responsable ou non, c'était hors de question qu'on remette la grossesse en danger. Pourquoi au final? Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup le savent, en milieu hospitalier, on est très peu épargné, très peu respecté de notre hiérarchie. Donc pourquoi j'irais mettre en danger ma grossesse pour des personnes qui au final s'en moquent et pour lesquelles nous ne sommes qu'un numéro et qu'un vulgaire pion à placer sur des plannings? Je n'ai pas peur là non plus de mes mots et tant pis si ça monte à mon ancienne hiérarchie. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, je me suis mise en arrêt. Et puis voilà, ma grossesse s'est installée tranquillement et forcément on a toujours peur, au début c'est dur, au début on s'inquiète, mais dès le début les filles, vraiment, soyez positives, positives. J'ai toujours été positive dès le début de la grossesse et je sais pas pourquoi je la sentais différemment, cette deuxième grossesse, pardon, par rapport à la première. Je me sentais bien en fait, j'étais sereine, j'étais épanouie et oui, t'as cette petite crainte mais je me sentais bien. J'arrêtais pas de dire à mon homme, mais non, mais là je suis sûre tout va bien se passer. Je suis sûre que cette grossesse est la bonne grossesse, que nous serons parents dans 9 mois. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas trompée. Jusqu'à présent, j'ai toujours gardé en tête cet optimisme et cette sérénité. Je vous avoue que là, avec l'accélération des préparatifs et bah, mon fils qui arrive dans un peu plus de 2 mois, et forcément, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on sera des bons parents, etc. Donc le stress arrive. Mais c'est pas un stress mauvais, je veux dire, c'est pas de l'angoisse, voilà. Donc du coup, voilà, en fait, mon parcours, maintenant vous le connaissez, semé d'embûches. Et donc pour vous parler d'un truc du coup important, hein, en fait, ce qui s'est passé pour cette deuxième stimulation, eh ben, c'est inexplicable, tout simplement. Alors, je suis retournée voir la gynécologue pour l'écho de datation des 7SA, donc ma gynécologue PMA, et là elle me dit mais je comprends pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, si le test de 1 heure était positif, ce qui était mon cas, ça voulait dire que de 1, les spermatozoïdes de monsieur et ma glaire montaient bien jusqu'aux trompes, et forcément, si la glaire était à ce moment-là perméable, c'est que j'étais en train d'ovuler. Et avec l'ovitrelle, on est obligé d'ovuler sous 48 heures. Ça, je vous l'invente pas, c'est la gynécologue qui me l'a dit. Donc elle m'a dit, vous avez forcément ovulé à ce moment-là. Donc j'étais à J16. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai également ovulé quand moi je l'ai ressenti, donc à J29, juste avant d'aller la voir à J33, là, quand je lui ai dit, mais vous savez, il y a quelques jours, j'ai eu des petits symptômes d'ovulation, donc je pense qu'en fait je viens seulement d'ovuler. Et elle m'a dit, mais c'est fort possible, vous le ressentez, donc si vous ressentez les choses, voilà. J'avais eu des glaires, et même quand je remonte dans mon compte Instagram, si vous avez la curiosité d'aller voir, essayez de remonter les posts, et vous verrez un diagramme J29, J28, J30, quelque chose comme ça, où je vous dis que je ne comprends pas ce qui se passe, où je vous montre un test qui est négatif, et où je vous dis que là j'ai de la glaire et que j'ai l'impression que je suis en train d'ovuler. Et ben en fait j'ai ovulé à ce moment-là, et à ce moment-là, j'ai ovulé à J29 et à J30 on a eu un rapport avec mon homme.
Donc le 15 avril, week-end de Pâques, week-end où on avait fait la fête un peu ici en mode faux folle avec ma cousine, on mangeait des pizzas, on avait un masque vert sur la tête et on chantait Je m'appelle l'OVNI, donc de Jul, hein. Et voilà, et en fait on a eu un rapport ce jour-là et voilà, bah bébé s'est installé ce jour-là. Donc voilà les filles, donc petit mot de fin parce qu'on est déjà à 40 minutes de tournage, là je dois être en train de vous saouler, mais ça me tient à cœur de vous dire tout ça. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder la vidéo en plusieurs fois, enfin bref. Tout ça pour vous dire que déjà de 1 je suis ravie, je suis enceinte. La PMA c'est génial, mais attention préparez-vous parce que c'est pareil, on ne nous prépare pas à la PMA et la PMA ça peut être très dur. C'est de l'attente, c'est des traitements, c'est voilà, il y a les symptômes derrière, il y a tout ça, c'est pas évident. Il y a sa vie de couple à réussir à sauver parce que voilà, faire des rapports programmés c'est pas drôle non plus. Pour vous dire aussi que moi je suis honteuse de la situation en France quand malheureusement il se passe un drame. Pour vous dire de vous préserver au maximum votre boulot, clairement on s'en fout les meufs. Croyez-moi que quand il y a un drame qui arrive derrière après, voilà quoi. Malheureusement ouais j'ai encore mon boulot, bah ouais mais j'ai plus mon bébé dans le ventre. Voilà ce qu'on se dit après. Je pense à une fille sur Insta qui a des soucis avec son patron et voilà, enfin, je pense fort à elle, du coup là, je sais qu'elle se reconnaîtra pas parce que je veux pas en dire trop pour pas la mettre en porte-à-faux. Mais voilà, faut qu'elle pense à elle, elle aussi. Voilà, donc petit mot de fin. Je vous ai tout résumé. Maintenant, petit mot de fin. C'est simplement pour vous dire que je suis tombée enceinte et vous pouvez tomber enceinte. Et moi, je continue à fort y croire pour vous. Mais vraiment fort de tout mon cœur. Même Bellisio, il continue à y croire fort pour vous. Et je suis sûre que ça marchera pour vous toutes. Peu importe l'attente, peu importe toute cette douleur que l'on ressent. Je sais que ça va fonctionner pour vous, alors croyez-moi. Et si je peux vous donner ne serait-ce qu'un minimum de joie et un minimum de bonheur au quotidien en vous postant sur Insta et en continuant à vous faire rêver de ce bébé en fait que vous attendez tout le temps, et ben c'est mon plus grand bonheur sincèrement. Et voilà. Donc je finis en vous disant ça et en vous disant aussi que je suis ravie pour toutes les filles qui étaient en PMA et qui attendaient depuis longtemps une grossesse. Il y en a énormément qui sont tombées enceintes en même temps que moi. Des mamans aussi qui ont vécu plusieurs fausses couches ou bébé mort-né à 5 mois de grossesse. Je pense à une maman, future maman en particulier, à même 2 futures mamans en particulier que j'affectionne sur Insta. Et voilà, tout simplement les filles, j'espère que la vidéo elle vous a plu et j'espère que je vous apporte un petit peu de courage et un petit peu de, non pas de volonté, mais enfin bref, je sais que vous comprenez ce que je veux vous dire et voilà. Donc je vous donne tous mes sentiments, les meilleurs et toute mon énergie et voilà, je sais que bientôt vous aussi vous serez maman, alors je vous fais des gros bisous. Bellisio il vous fait des gros bisous. On fait des gros bisous à vos ovules et aux spermatozoïdes de vos hommes. Bisous.